Voilà, c'est parti. Et je vais juste vous souhaiter la bienvenue à tous et toutes. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons, l'équipe de la RAC Grand Est et moi-même, pour cette 5e séance thématique qui est basée sur l'animation et notamment sur sa place en tant qu'activité de travail dans l'organisation. Et effectivement, je vais vous donner la parole, Madame Gerbeau, pour que vous puissiez introduire cette séance. Oui, ben écoutez, merci beaucoup. Alors, je vais faire très, très rapidement, du coup, comme je suis voilà, responsable d'un petit retard dans le démarrage. On est vraiment là, bonjour à tous. On est vraiment là aujourd'hui dans une session qui nous tient collectivement à cœur dans le cadre de la mise en œuvre de toutes nos actions d'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail. Action qui justifie depuis plusieurs années maintenant un partenariat très étroit entre l'Agence régionale de santé Grand Est et la RACT Grand Est, donc depuis 2018. Partenariat tout à fait intéressant qui permet véritablement d'accompagner et de renforcer l'exercice professionnel en EHPAD et la qualité de vie, la qualité de service, sous forme de ce qu'on appelle aujourd'hui les actions collectives innovantes et apprenantes, puisque bien évidemment le vocable de cluster est désormais relativement connoté et assez peu positif. Donc actions collectives innovantes et apprenantes, c'est finalement assez parlant et positif, donc c'est ce qu'on souhaite continuer ensemble, et c'est dans ce cadre qu'on se retrouve aujourd'hui. Donc, cet accompagnement qu'apporte principalement la RACT Grand Est avec notre soutien permet à différents porteurs de projets de travailler sur des projets d'organisation, de réorganisation du travail. Par exemple, comment est-ce qu'on dialogue dans les équipes pour optimiser le changement, comment est-ce qu'on intègre le numérique dans l'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail, comment est-ce qu'on travaille en équipe pluridisciplinaire, etc., etc. Alors, avec une petite ampleur supplémentaire à ces actions, puisque pendant plusieurs années, nous avons concentré les actions uniquement sur les EHPAD, mais que cette année, nous avons un petit peu ouvert le spectre, puisqu'il y a une action dédiée au SIAD et une autre action qui est dédiée aux directeurs d'établissements médico-sociaux, EHPAD ou pour personnes en situation de handicap. Donc voilà, on a, en plus d'actions classiques à destination d'EHPAD, ouvert un petit peu notre spectre commun d'actions. Et d'ailleurs, pour un petit peu voir un retour sur l'ensemble de ces actions, eh bien, on a une web-série qui sont sur les sites internet et qui permettent de témoigner sur ces actions collectives innovantes et apprenantes. Et une seconde web-série est en préparation pour continuer à promouvoir cet accompagnement l'année prochaine. Donc voilà, il y a toutes ces actions mises en œuvre pour améliorer la qualité de vie et des conditions de travail. Et en complément, on organise donc des webinaires et séances thématiques comme celle de ce jour, qui donc sera consacrée à la place de l'animation au sein de l'organisation de travail. Alors l'animation, c'est une fonction importante au sein d'un EHPAD. Ça permet de donner du sens au projet de vie des seniors, ça permet de leur proposer des activités qui les gardent actifs de manière adaptée à leurs capacités et à leurs envies. Donc ça fait vraiment partie de la vie collective et individuelle en EHPAD. Et cette animation, elle peut aussi permettre de maintenir l'exercice des rôles traditionnels, mais aussi de découvrir des rôles nouveaux, avec de nouveaux contacts, de nouvelles émotions, et puis de participer à des choses qui sont d'un point de vue même sociétal importantes, par exemple la transmission de la culture et le fait de valoriser le résident et de donner du sens à son histoire dans un continuum social, voilà, et dans une place valorisante justement pour les résidents d'EHPAD. Et la crise sanitaire, hein, elle a eu beaucoup de conséquences bien sûr négatives, mais elle a aussi révélé, mis en lumière un certain nombre de pans d'activité, et notamment l'animation en tant qu'activité de travail qui a été un élément central dans la conduite, enfin de la traversée, disons, de cette crise Covid, pour continuer d'accompagner et prendre soin des résidents tout en s'adaptant aux contraintes qui étaient issues de la crise. Alors, jeux de société, jeux de mémoire, ateliers divers, animations à visée humanitaire font partie des activités qui sont proposées quotidiennement aux résidents de façon quasi systématique aujourd'hui. Et on sait que certains établissements vont bien au-delà du programme d'activité puisqu'ils construisent
autour de l'animation de véritables projets avec la fixation d'objectifs généraux à l'animation et d'objectifs spécifiques par type d'action proposée. Donc, on voit que derrière ce sujet de l'animation, c'est bien la question de l'organisation du travail qui est interrogée et qui est mise en place avec des équipes intervenant en EHPAD, organisation de travail avec l'animation, mais les soignants, les ergothérapeutes, les psychologues et donc des animateurs, qu'ils soient bénévoles ou professionnels, et avec des casquettes d'animation également proposées par les professionnels des établissements soignants. Ainsi, on peut aujourd'hui s'interroger collectivement sur cette activité d'animation. Est-ce que c'est une activité à part entière ou pas? Quelle est sa place dans l'organisation du travail? Et comment elle est un moteur d'implication de l'ensemble des équipes autour du projet global de l'établissement dans l'accompagnement des résidents? Donc aujourd'hui, une séance thématique dédiée à ce sujet de l'animation, par lequel on va pouvoir partager ces interrogations grâce au retour d'expérience de 2 EHPAD que je remercie, l'EHPAD d'Annonville et l'EHPAD de Difolle-le-Grand. Donc je vous remercie de vous être mobilisés pour participer à cette séance thématique et je laisse la parole à Madame Tribia, qui nous a accueillis, ergonome et chargée de mission de la RAC Grand Est, qui va animer cette séance. Merci Bonne séance à tous. Merci beaucoup pour ce propos introductif vraiment très intéressant qui nous a vraiment posé voilà, ce qu'est l'animation, quelle est sa place. Et on voit déjà qu'on a une réponse à notre question, que cette animation a vraiment une place dans les organisations de travail. Donc, comment est-ce qu'on va dérouler cet après-midi? Alors, donc après ce propos introductif, je vais avoir, moi, un propos sur l'animation au travers notamment d'une étude qui parle aussi de la socialisation et du parcours de socialisation de la personne âgée en EHPAD. Après ce propos introductif qui vise aussi de redonner des définitions sur de quoi on parle quand on parle de l'animation. Voilà, on pourra avoir un petit temps de questions. Et ensuite, je donnerai la parole aux 2 EHPAD qui ont accepté de venir témoigner et de parler de la place de l'animation en tant qu'activité de travail dans leurs propres organisations et ça sera pour nous aussi un moment de partage et d'échange. Alors, je vais démarrer effectivement en rappelant peut-être que très souvent, l'entrée en institut pour la personne âgée, c'est un moment, une étape de son parcours de vie important puisque c'est une rupture avec sa vie passée. Et on le sait, les capacités d'adaptation, même si elles sont toujours présentes chez la personne âgée, elles diminuent avec l'avancée en âge. Et avec cela, va s'ajouter des polypathologies dont elle peut souffrir, qu'elles soient physiques ou psychiques, avec beaucoup nous racontent aussi l'augmentation des démences telles que la maladie d'Alzheimer ou la maladie à corps de Lévy, qui vont avoir du coup un impact important et donc sur ce changement de vie et qui ne va pas être sans conséquences sur l'intégration de la personne âgée en EHPAD. Donc, vous savez mieux que moi, d'ailleurs, que les mois qui suivent cette entrée cette entrée en EHPAD est une période à risque très forte de dégradation de la santé de la personne, et notamment des risques que l'on va retrouver de dépression, de désorientation, d'augmentation des chutes et aussi du risque de syndrome de glissement. Et du coup, l'animation, en tout cas les activités proposées, qu'elles visent aussi à maintenir tous ces rôles avec lesquels arrive la personne âgée et faciliter du coup son entrée dans cette nouvelle vie dans les EHPAD. Bien comprendre en fait de quoi on parle par cette animation, j'ai essayé de regarder depuis quand est apparue cette activité d'animation en gérontologie et j'ai trouvé quelques dates que je vous ai mis sur cette petite frise. On voit déjà un premier décret en 1943, qui nous parle de l'animation déjà en milieu hospitalier.
et avec une volonté en fait de maintenir des capacités de la personne qui est hospitalisée autour d'activités dites occupationnelles au cours même de travail dit occupationnel tel que du jardinage, entretien du linge, etc. Ensuite, dans la période après-guerre, jusqu'aux années 60 à peu près, il y a une volonté affichée d'humaniser les hospices et les maisons de retraite, et notamment de lutter, notamment dans les années 60, contre ce qui s'apparente à de l'ennui, et donc d'avoir une volonté d'occuper le plus possible la personne âgée dans les établissements. En 1975 arrivent ces notions d'activité occupationnelle et aussi thérapeutique et ces nouveaux métiers tels que l'ergothérapie qui en fait visent là la réadaptation de la personne âgée par les travaux manuels. Ensuite, on a en 1986 la naissance du projet de vie qui vient à côté du projet de soins. 1990, c'est ce lien animation, qualité de vie où on va renforcer en fait ces éléments-là. Et en 2012, l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux a confirmé l'importance de ces activités en les évaluant et notamment en fonction de comment elles sont construites par rapport aux besoins des personnes. Donc, on voit qu'aujourd'hui, l'animation, on va arriver sur quelque chose qui est peut-être un peu plus encadré, avec de plus en plus de personnel dédié. Alors, pas dans tous les établissements, après, c'est la taille des établissements qui va jouer, mais on voit arriver ces notions de professionnalisation. On parle vraiment d'animation en gérontologie, donc qui se distingue de l'animation jeunesse. Mais dans un contexte, comme je vous le disais, avec des personnes âgées qui rentrent en établissement de plus en plus dépendantes et avec aussi une certaine ambiguïté, c'est-à-dire que d'un côté, il y a cette professionnalisation et de l'autre côté, une image qui reste toujours très forte d'activité plutôt occupationnelle pour lutter, comme je vous le disais tout à l'heure, contre l'ennui de la personne âgée. Tout ça est aussi à mettre en perspective. Alors, on ne va pas forcément répondre à la question de « et demain », mais peut-être voilà, de le mettre en perspective demain, face à la transformation aussi de ce bien vieillir et de cette volonté de vieillir à domicile, donc des EHPAD à domicile, des centres de ressources territoriaux, quelle va être la place de cette activité de travail dans ces nouvelles organisations. Donc, pour y voir peut-être un petit peu plus clair, quelques éléments de définition, mais qu'on a déjà entendu dans le propos introductif. Monsieur Clément Sauvage, qui est coordinateur de l'EHPAD de l'Osier-Pourpre de Chaumont et qui faisait partie des EHPAD que j'ai pu avoir dans mon groupe, m'a fait part de ses propos en me disant que l'animation n'est pas une science exacte et ne peut pas se satisfaire de modèles tout faits. Il est indispensable de permettre à chacun de conserver une vie sociale, une place au milieu des autres, même si la personne est fragilisée par une grande perte d'autonomie. Donc, on retrouve d'autres éléments de définition aussi sur Internet. On dit qu'il ne s'agit pas uniquement de distraire et de faire passer le temps, mais bel et bien de donner de l'existence au temps, de lui donner une place réelle, ainsi que de se projeter dans l'avenir et de construire des projets. Voilà, sur cette définition de l'animation en gérontologie. J'ai trouvé intéressant aussi de voir la description du métier par Pôle emploi qui nous dit que l'animateur en gérontologie intervient auprès de la personne âgée, vise à favoriser le bien-être des résidents d'une structure et à leur permettre de retrouver ou de développer une vie sociale au sein de la structure ou dans son environnement. Et dans la description du poste, il est spécifié que l'animateur travaille au sein des établissements avec l'ensemble de l'équipe avec laquelle il va ou elle va coordonner l'ensemble de ces activités qu'on va retrouver sous l'appellation animation en gérontologie. Donc, quels sont les objectifs de cette animation? Ça, on va retrouver ça un petit peu sur beaucoup de sites de présentation d'EHPAD.
où on parle de créer du lien social entre les pensionnaires et avec les équipes, de stimuler les capacités de chacun, de prévenir la perte d'autonomie, d'offrir du bien-être aux résidents et assurer un mode de vie qui a du sens, favoriser les liens avec l'extérieur et notamment la famille. Donc, on voit bien en fait qu'il y a un lien très fort entre l'animation et la socialisation. Bien sûr, nous, ce qu'on a pu constater, c'est que la place, elle peut être différente selon la taille des structures. Alors, quand je dis qu'elle est différente, ce n'est pas qu'il y a une moindre importance, c'est que les moyens ne sont pas forcément les mêmes selon la taille des structures. Alors, il peut y avoir un poste dédié, il peut y avoir un animateur ou une animatrice. Il peut y avoir, s'il n'y a pas ce poste, en absence de ce poste-là, ben, ça va être plutôt l'équipe soignante. Et dans cette équipe soignante, il va y avoir un référent ou une référente concernant ces activités et qui va les mettre en place et faire la programmation de ces activités. Et puis, dans des établissements un petit peu plus importants, on va avoir un coordinateur ou une coordinatrice qui va faire le lien entre l'ensemble des équipes, mais aussi les animateurs extérieurs qui vont venir sur des activités spécifiques comme la gym, par exemple, et tout ça aussi, quelle que soit après la forme ou la place de cette activité, il y a aussi des bénévoles qui viennent dans l'ensemble des établissements, aussi en lien avec des partenariats particuliers ou des activités spécifiques. Donc, sous l'appellation activité, il y a à la fois hors les murs, en dehors de la structure, donc tout ce qui va être sortie cinéma, faire des achats, par exemple, enfin, voilà, point de suspension, parce qu'il y a plein de choses et je ne voudrais absolument pas être restrictive. Et puis, il y a aussi toutes les activités qui sont dans le jeu, on en a parlé, ça passe par la mise en place, par exemple, du jeu de société, par des activités plutôt créatives, mais aussi de rencontres intergénérationnelles, de spectacles, des activités plutôt thérapeutiques, mémoire, travail aussi sur le côté physique, au niveau de l'équilibre, etc. Il y a tout de même une idée récurrente dont j'ai déjà parlé, c'est que les activités d'animation sont à part du soin. Elles vont demander du temps et sont souvent investies sur le volontariat pour certains professionnels. Ça, c'est ce qui nous a été raconté dans nos échanges. Alors, j'ai trouvé une étude qui était très intéressante et j'avais envie de la partager avec vous, mais très rapidement. C'est une étude sur la socialisation en maison de retraite qui date de 2019, qui souhaitait montrer que qu'il y a un enjeu pour le résident et aussi pour l'équipe soignante. Donc, cette étude, elle vise à décrire les déterminants de la socialisation en maison de retraite. C'est une étude qualitative qui s'est déroulée sur 2 ans et qui a été réalisée sous la forme d'entretiens. Et au cours de l'analyse de données de ces entretiens, plusieurs thèmes ont émergé, et notamment l'animation. Et l'animation n'était pas le thème recherché par les chercheurs au départ, et c'est le deuxième thème qui apparaît juste après celui de la vie en général dans l'Institut. Donc, ce qui est plutôt très intéressant. Dans un contexte de prise en charge des personnes âgées dépendantes en perte d'autonomie et en questionnement sur la place dans la société, la première utilité de l'animation est donc de contenir ou d'infirmer le vieillissement des rôles sociaux. C'est ce que nous disait Clément Sauvage lorsque je l'ai eu en entretien. Donc, qu'elle soit occupationnelle ou thérapeutique, elle vise à ce soutien de la poursuite de ce processus de socialisation de la personne âgée. Et comme je vous le disais en propos introductif, c'est pour aussi ces activités d'animation, c'est aussi pour prévenir l'ensemble des risques qu'on a exposés, notamment à l'entrée en établissement, mais aussi au cours de la vie en établissement. Donc finalement, quand on parle de socialisation, mais qu'est-ce que c'est que la socialisation? Donc la socialisation, quand on regarde sa définition, ça nous dit que c'est une construction. Elle désigne l'ensemble des processus par lesquels les individus vont acquérir et intérioriser des normes, des valeurs, mais aussi des rôles et qui vont régir la vie sociale et qui vont permettre à ces personnes de construire leur identité psychologique et sociale.
Et nous sommes tous et toutes le fruit de différentes socialisations successives que nous avons connues au travers de notre vie. Pour la personne âgée, ce processus de socialisation, il se retrouve remis en question à son entrée en EHPAD, puisqu'elle va se retrouver coupée de ses repères et notamment de sa vie de famille et de sa vie sociale. Donc en EHPAD, le processus de socialisation, il est assez complexe parce que en fait, il se situe dans une organisation qui est contrainte, qui est régie par des règles de fonctionnement. On parle même d'une sorte de micro-société à l'intérieur de ces établissements et que les personnes âgées sont très différentes les unes des autres de par leur parcours de vie, de par leur degré de dépendance, mais aussi de par leur capacité d'adaptation. Et donc, tout un chacun, animateur, animatrice, équipe soignante, va devoir composer, notamment pour construire ses activités, avec l'ensemble de ses contraintes. Donc, l'étude, elle a montré pas mal de choses très intéressantes, et notamment, elle a expliqué que les activités proposées ne sont pas le seul facteur de ce processus de socialisation, comme on vient de le dire, du fait de cette variabilité qu'il existe entre les personnes accueillies. Mais ce processus de socialisation va aussi se faire par le biais de la relation qui va se construire au fil du temps lors des échanges formels ou informels entre toutes les personnes qui vont interagir dans l'EHPAD, que ce soit le personnel de l'animation, le personnel de soins, le résident et la famille. Et c'est ça qui va être le point essentiel dans ce processus d'animation. Donc, on voit que finalement, cette animation, elle contribue à ce processus de socialisation, mais pas complètement, qu'elle a besoin du coup aussi d'être attachée finalement aux soins. Elle n'est pas décentrée du soin comme l'explique l'étude dans le côté curatif, elle est plutôt complémentaire puisqu'elle fait référence à ce qu'on appelle, certains appellent les soins coutumiers, le maintien de la vie. Dans le langage courant, hein, on le dit, on prend soin d'une personne et en fait, on sous-entend qu'on va s'occuper de cette personne en veillant à son bien-être physique, mental et social. Et là, on voit qu'on rejoint la définition de la santé de l'OMS. Donc, il y a vraiment ce qui permet de montrer cette place finalement de l'animation au sein des EHPAD et ce travail et de ce travail nécessaire en collaboration avec l'équipe de soins. Et c'est ce que démontre finalement cette étude, c'est que l'animation, elle va contribuer à la relation quand elle est construite en collaboration, donc quand elle a une place dans l'activité de travail à part entière. Voilà le propos que je souhaitais avoir avec vous, ce qui permet du coup de mettre en perspective, hein, voilà, dans la discussion, donc quelle est la place de cette activité de travail dans l'organisation. On a vu effectivement, nous, au travers de nos terrains, mais également au travers de cette recherche bibliographique qui a été faite et de l'étude, que l'animation et le soin ne s'opposent pas, mais au contraire se complètent puisqu'ils visent tous les deux le bien vieillir de la personne âgée. L'animation, finalement, nous, dans ce qu'on constate, n'est pas toujours construite en collaboration avec l'ensemble des équipes. Et ça, c'est rapporté également par les personnes qui ont été interviewées sur le sujet. Les personnes, elles ont parlé du bien-être du résident et que quand le résident se sent bien, ça va contribuer à la qualité de vie au travail de toute l'équipe, que l'équipe soignante et l'équipe d'animation. Et donc, ça va améliorer cette relation entre les personnels, la relation aussi avec le travail collectif, et puis ça permet de sortir le soignant de sa relation soignant-soigné. C'est ce que certains rapportent et vont dire que ça a changé le regard entre eux et la personne âgée qui voit plus le soignant ou la soignante comme étant juste dans son rôle de soignant, mais qui peut être aussi dans une autre relation humaine.
L'activité d'animation partagée et intégrée dans l'organisation de travail est donc source de sens pour tout le monde. Mais lorsqu'elle est qualifiée d'activité occupationnelle dans son sens négatif, pas dans l'autre sens, finalement, on s'aperçoit qu'elle risque de cliver les équipes et de freiner les coopérations. Donc, j'avais pu interviewer Madame Aline Talandier, qui était animatrice à l'EHPAD de l'IFOL de Grand avant qu'elle parte, et elle nous avait dit, elle nous avait dit cette phrase: car le soin est aussi dans la relation avec le résident. L'animation est ainsi une continuité du soin. Et elle avait pris cette image que j'ai trouvée très intéressante. C'est comme un rond. Il y a tout le monde autour. Pour que tout fonctionne, il faut qu'on soit tous ensemble. Sinon, on ne fait pas de rond. Voilà, je vais m'arrêter là sur ce petit propos introductif. Donc, pour faciliter l'échange, je vais arrêter le partage. Voilà. Donc, est-ce que vous avez peut-être, pas forcément des questions, mais des envies de peut-être de compléter le propos ou de rebondir sur une idée avant qu'on passe la parole aux deux EHPAD qui vont témoigner et nous faire part de comment cette animation prend sens au sein de leur organisation. Ça va, c'était clair? Oui, c'était très clair, Micheline. Moi, je trouve ça très intéressant de sortir le soignant, finalement, dans sa relation aux résidents, qui parfois le soin peut amener un peu Il y a des soins qui sont douloureux pour le résident. Donc, c'est vrai que pour le résident, de voir aussi le soignant à travers un autre type de soin comme le soin relationnel, effectivement, dans la relation soignant-soigné, ça doit amener des choses vraiment différentes et intéressantes. Donc, je trouve vraiment ce point, notamment ce point-là, très intéressant et tous les éléments que tu as apportés également. Merci, Julie. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui. Oui, moi je voulais dire effectivement, donc moi ça fait pas longtemps que je travaille dans les EHPAD, donc je suis à l'EHPAD Grande Terre et Paqui à Charleville-Mézières, donc depuis octobre. Et effectivement, moi je m'aperçois, ne serait-ce que pour éviter le glissement, nos interventions des activités qu'on peut proposer, ne serait-ce que le relationnel qu'on peut avoir avec les résidents ou les familles, apportent énormément pour le bien-être psychologique, pour le coup, et ce qui peut aussi éviter le glissement, ne serait-ce qu'un sourire, même pour des personnes qui ne peuvent pas s'exprimer verbalement, elles s'expriment avec la communication non verbale, on ressent bien que on leur transmet, on leur fait partager de la joie et du bien-être. Donc, la place de l'animation, pour moi, est très, très, très importante au sein d'une EHPAD. Et que ce soit pour les personnes Alzheimer ou que ce soit pour les autres résidents. Et je vois que, ne serait-ce que depuis octobre, les interventions que j'ai pu faire, je vois qu'il y a eu beaucoup de joie à travers ne serait-ce que les regards ou les dires de certains. Et surtout en ces moments difficiles et ces périodes-là de fête, où parfois il y a même les familles où il y a un manque aussi de visite, parce que soit les familles ne peuvent pas, soit peu importe les raisons, ne serait-ce que nous, quand on est présent et qu'ils peuvent venir nous échanger avec nous, ne serait-ce que nous dire bonjour, nous transmettre un sourire, qu'on prend du temps avec eux, ne serait-ce que le toucher aussi est important, je trouve, même si on est en période de Covid. Ça manquait énormément pour eux. Et ne serait-ce que de mettre la main sur l'épaule, de leur tenir la main, de les regarder, de leur sourire, de leur apporter de l'attention, ça change beaucoup de choses aussi dans leur bien-être psychologique. Merci beaucoup pour votre commentaire. Alors, si on n'a pas d'autres commentaires, je peux donner la parole à l'EHPAD d'Anneville, qui va nous parler de la place de cette activité de travail dans leur organisation, comment vous avez réussi à la mettre en place, quels enjeux pour vous, pour les équipes, pour les résidents, pour les familles.
Et puis, comment est-ce que vous travaillez ensemble voilà, dans la réalisation de ces activités. Je sais que vous avez plein de choses à nous dire, donc je vais vous laisser la parole. Très bien. Alors, l'EHPAD d'Annonville est un EHPAD de 40 résidents, donc c'est un petit EHPAD. On gère l'EHPAD et une résidence autonomie qui est juste de l'autre côté de la rue avec 40 appartements. Donc, on a des activités mutualisées, hein, ne serait-ce que d'un point de vue économique, on est obligé. Donc, 40 résidents, c'est un petit EHPAD et donc avec, je dirais, une masse salariale qui est complètement liée à l'activité. Donc, on n'a pas de poste purement de poste pour une animatrice ou un animateur. Et on a construit, si vous voulez, on a construit l'accompagnement, ce qu'on appelle nous l'accompagnement social et bien-être avec l'équipe pour qu'on puisse intervenir d'une manière tout à fait naturelle auprès des résidents pour leur apporter cet accompagnement social et bien-être, quel qu'il soit, selon les besoins, bien sûr, leurs besoins, leur état d'esprit, hein, parce qu'un jour, ça peut aller très bien, un autre, même dans la journée, hein, on peut s'adapter. Il y avait une personne qui s'occupait que de l'animation, enfin, avant que l'association soit reprise, et ça ne fonctionnait pas en fait. Ça ne fonctionnait pas parce que il n'y avait pas de cohésion, justement, ce dont on parlait de complémentarité aux soins, de construction avec le soin, ça ne fonctionnait pas. Et c'était purement occupationnel et on voyait bien qu'il n'y avait pas d'adhésion. Voilà. L'idée, ce qu'on a eu, c'est effectivement de discuter avec l'équipe, d'abord l'équipe des soignants, surtout des aides-soignants, pour intégrer dans leur quotidien la capacité de se détacher et de faire des activités, des ateliers. Et on parle plus d'accompagnement social et bien-être que d'animation pure et simple occupationnelle, pour que chacun puisse, selon son volontariat, ses talents, arriver à construire des interventions au quotidien, avec l'avantage que quand on est sur l'équipe en place, c'est qu'on s'affranchit de l'horaire d'un poste et qu'on peut intervenir la journée, le soir et le week-end. Principal objectif, c'était l'émancipation de l'équipe qui puisse s'approprier les autorisations à faire. D'accord ? Parce que on sait que souvent, c'est le cadre qui empêche la créativité. Et il s'agissait de redéfinir un cadre, parce qu'il faut un cadre, hein, donc tout le monde évolue dans un cadre. Le soin, on connaît quels sont les protocoles, quelles sont les limites dans le soin, enfin, etc. Mais c'était plus cette émancipation qui permet à agrandir un cadre ou à définir un autre cadre où chaque personne peut s'exprimer. Et tout sous le contrôle, sous le contrôle de l'infirmière co, qui gère, si vous voulez, et puis qui organise l'activité. Donc, comme on avait un poste budgétaire pour une ASH qui s'occupait de l'animation, donc on s'est arrangé et on a créé, si vous voulez, donc on a tout le temps, on a des personnes qui permettent à l'équipe de soins, si vous voulez, assez régulièrement de pouvoir de se détacher et de prendre des initiatives, alors soit quelque chose qui est sur un plan ou un programme, soit prendre des initiatives quand c'est nécessaire avec tel ou tel résident, parce qu'on sait que là, c'est le bon moment pour lui apporter un accompagnement social ou bien-être. Je vais laisser peut-être Sabine s'exprimer et raconter un peu comment ça se passe d'un point de vue opérationnel. Oui, c'est vrai que vous nous aviez dit justement quand on s'était eu en échange que vous aviez un rôle très important à jouer en tant que directeur sur le cadre et sur s'assurer des autorisations et pour pouvoir mettre l'équipe
en mode projet, finalement. Hein. C'était un peu ça. L'autorisation, ce n'est pas une autorisation. On n'a pas refait les fiches de poste, on n'a pas fait d'avenant au contrat de travail, d'accord? Mais c'est des questions qui sont importantes parce que, justement, tout à l'heure, là, dans la présentation, vous avez parlé et demain. Et demain, c'est hyper important parce qu'il y a les centres de ressources territoriaux. Et nous, on est lauréat à mettre en œuvre un centre de ressources territoriales à nos villes. Et ça fait partie vraiment, ça fait partie des préoccupations que l'on a de faire évoluer les missions, les métiers, etc. Donc, mais c'est important, hein, quand je parle, ce n'est pas une boutade quand je dis on n'a pas fait les avenants, etc. Mais je pense que c'est important de faire qu'une aide-soignante ou une ASH, alors les ASH à qui on a fait passer des formations en qualification soins, ASHQ, d'ailleurs Sabine est une ASH, j'aime pas ce terme, ASH qualifiée, on va dire en soins, ce qui nous permet effectivement de créer une osmose entre toutes les équipes. Et l'idée de l'accompagnement social et bien-être qui était pour l'instant mis en place par les ASH et les ASHQ, il est question de l'ouvrir sur l'ensemble des services, y compris administratifs. Parce que tout le monde a un talent à exprimer. Voilà, je passe la parole à Sabine. Bonjour. Alors, je voulais juste rajouter que, en fait, si aujourd'hui on arrive à faire ce qu'on fait, c'est parce que M. Bourg et Aurélie nous ont dit on a des murs, il faut les faire tomber. Et à partir de ce moment-là, on s'est lancé dans l'animation réelle, quoi. Voilà. Et ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui nous dit ça. On a fait donc, on est parti en voyage. Je voulais revenir là-dessus parce que ça, c'était important. Oui, je vais afficher votre diaporama du coup. Oui. Et on a fait un séjour de 4 jours, hein, c'est ça. 4 jours avec 5 résidents. Donc, on était 4 accompagnants. C'était sur la dénutrition. Et donc, on préparait les repas le soir et on faisait les courses avec les résidents. Le midi, on allait faire des restaurants. Et ça a été super parce qu'en fait, on s'est retrouvés face à des résidents, plus à des résidents, mais à des personnes. Et nous, on n'était plus des soignants, mais on était, je sais pas, c'était plus la même chose, quoi. On se ressentait différent. Et puis voilà, quoi. En fait, le séjour, il a été préparé vraiment en totalité en impliquant les résidents. Dans la dernière phase de préparation, les familles ont été impliquées aussi pour qu'elles connaissent bien le déroulé du séjour et vraiment travailler au plus près les souhaits des personnes qui partaient, notamment en termes de sortie, en termes de repas. C'est les résidentes qui ont fait leur menu avant le départ. Les courses ont été faites sur place avec le groupe de résidents. Et les salariés sont juste venus en fait en support des résidentes qui sont parties pour la logistique, on va dire. Alors, ce qui est important, oui. N'hésitez pas à me dire comment se déroule le PowerPoint. Ça va, très bien. Okay. Donc, l'idée, en fait, du séjour, il faut le considérer comme un aboutissement d'une capacité à une équipe de réfléchir à un projet par rapport à une problématique qui, du coup, était la problématique qui avait été initiée par l'ARS sur un projet qu'on appelle, c'était un projet EHPAD qui devait travailler sur les méfaits de la dénutrition et trouver des actions qui permettent de combattre cette dénutrition. Et notamment, une part, c'était de redonner du plaisir à la prise de repas. D'accord ? Et on a proposé effectivement plusieurs, l'équipe a proposé plusieurs thématiques autour des repas. Et le séjour a été évoqué dans les préparations et les réunions que l'équipe a faites pour venir ensuite me proposer le projet. D'accord ? Donc,
l'idée ensuite, mon rôle à moi, c'est de rappeler quelles sont on va dire, les règles fondamentales et essentielles à respecter en termes de sécurité, etc. Et une fois qu'on avait tout ça, ils ont construit, et puis, voilà, puis c'est parti. Il fallait trouver un petit bus, etc. Donc, là, c'est sur les suivantes. Voilà. Sur les diapos suivantes. Vous pouvez passer les diapos, J'arrive. Micheline. Ouais. Donc ça, c'est la liste. Il y a les noms des résidents. Ben voilà, il y a Paulette. Les prénoms. Les prénoms, ouais. Que les prénoms. Donc, alors voilà, il fallait trouver un logement qui soit adapté à nous accueillir cette petite équipe. Ben, je vous laisse, Sabina, c'est vous. Oui, donc on a cherché un logement qui était adapté, parce qu'on avait quand même des fauteuils roulants. Ça n'a pas été simple, mais on a trouvé un coin formidable et très calme, enfin, bref, tout était parfait. Dans le meilleur du monde, comme on dit. Hein. Les résidents se sont éclatés. Ils ont découvert la maison comme si ça allait être chez eux, quoi. C'était vraiment, ils allaient visiter, ils ont choisi leur chambre, ils ont dit ça c'est moi, ça c'est moi. Enfin, c'était marrant à voir. Et puis, ils se sont appropriés le lieu très très vite, plus vite que nous même, je crois. Donc, on avait un minibus. Là, c'était un peu plus compliqué, mais bon, on a réussi à avoir quand même le minibus. Et puis quoi. Voilà, suivante. Voilà. Après, il y avait tout un programme de sortie qui avait été travaillé. Ouais, là, c'est pareil. Ouais. Donc, travaillé en amont par l'équipe, mais validé par les résidents. C'est-à-dire que l'équipe a préparé beaucoup de sorties et au final, c'est le groupe de résidents qui a choisi quelles sorties ils voulaient maintenir et lesquelles ont supprimé du programme. Donc, on a fait les bonbons, bien sûr, avec au bout achat des bonbons. Hein. On a fait, alors qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait le bateau sur le bateau qui a bien plu aussi. On n'a pas eu de malade. On a fait Colmar, on a fait la saboterie, pareil, très intéressant. On a fait aussi le musée de l'auto. D'accord. Et comme il y avait des très vieilles voitures, là, ils se sont reconnus aussi à leur époque. Ah, moi, j'avais ça, moi. Enfin, c'était sympa aussi. Et puis, ce qu'ils ont beaucoup aimé, c'était les restaurants aussi. Et là, ils ont fait leur vie, là, c'était vraiment sympa. Finalement, objectif atteint pour retrouver le goût. Tant pour nous, hein, d'ailleurs, parce qu'on s'est retrouvés face à nos grands-pères et nos grands-mères. Ce n'était pas nos résidents, c'était nos grands-pères et nos grands-mères. C'était vraiment… Et on a vu aussi une dame qui fumait beaucoup. Et une fois là-bas, dans les Vosges, elle ne fumait que 2 cigarettes par jour, quoi. Là, on a vu quand même qu'il y avait quelque chose, qu'on avait atteint quelque chose quand même. Ouais, en fait, l'idée, c'est d'arriver à construire quelque chose qui va être en lien avec tout l'aspect social, quoi. C'est ça. Parce que l'idée de la stimulation, enfin, moi, j'ai un avis très prononcé sur l'idée de la stimulation, notamment en termes d'animation. Je trouve que c'est très, très limité parce que c'est souvent très mal vécu par les résidents. Et de permettre à des personnes de se retrouver dans des situations où effectivement, un peu tout à fait naturellement, mais avec une activité naturelle, de se retrouver effectivement, d'avoir la mémoire stimulée ou d'avoir, voilà, mais pas par un atelier de stimulation. Voilà. Donc, et ça c'est important, c'est la douceur, si vous voulez, la douceur et la volonté de ne pas réussir une performance. Et ça, pour moi, voilà. Des fois, c'est pas très spectaculaire, hein, ce qu'on peut apporter au quotidien, hein, si on sort du séjour, mais on n'est pas dans la recherche de performance, on est dans la recherche d'efficacité, mais pas de performance. Et je pense que ça peut être un problème quand un animateur ou une animatrice a la pression de l'entourage, la pression de la famille. Alors, ça dépend de la taille, encore une fois, hein, moi, je parle bien pour nous, c'est 40 résidents, 20 salariés, 25 salariés. Voilà.
c'est vraiment lié à notre environnement. Enfin, voilà. Je travaille dans d'autres EHPAD où il y a beaucoup plus de lits, où c'était très différent, où vous avez plusieurs services, 95. Alors, je ne connais pas trop, l'IFOL pourra nous raconter ça, je ne sais pas trop la taille de l'IFOL, mais donc c'est bien adapté. En fait, l'idée, c'est d'arriver à construire un environnement social et bien-être pour les résidents, pour le personnel, dans le cadre de la qualité de vie au travail, qui permettent l'expression des talents, quoi. Voilà, l'expression des talents dans un cadre avec des autorisations, mais dans un cadre précis, et toujours avec cette volonté comment dire, d'apporter du bien-être. Bon, je finis le... Voilà. PowerPoint est fini. Il y avait la partie budget, en fait, où vous me disiez en préparation que l'équipe, elle va jusqu'à la construction, en fait, de l'ensemble du projet. Complètement, oui, complètement. C'est important parce que c'est une question de prix, pour faire adhérer, si vous voulez, un maximum de personnes pour gérer ce genre de projet. Il faut qu'il y ait une responsabilisation importante et une confiance importante. Et de venir avec un projet pratiquement bouclé. Enfin, voilà, après, ils m'ont demandé de les aider à trouver le bus, mais bon, voilà, mais c'est un peu compliqué parce que nous, on n'a pas les moyens d'avoir un véhicule qui peut transporter 4 ou 5 personnes en fauteuil roulant. Donc, on a des partenariats, ceux à Codecom ou à Nesat à côté, qui nous traitent souvent. Voilà. Et parce que tout au long de l'année, au quotidien, effectivement, on fait appel aussi à des partenaires qui viennent nous aider. On n'est pas contraint par nos moyens. On cherche des moyens extérieurs, d'accord, pour nous aider à concrétiser des projets. Donc, moi, j'essaie de mettre aucun frein. Alors, bien entendu, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Parfois, on n'y arrive pas, voilà, c'est comme ça. Mais il n'empêche que le travail de préparation permet effectivement cette émancipation et cette capacité à prendre en main ensuite des petits projets ou des actions qui méritent quand même une manière de réfléchir sur, voilà, de quel sens je donne à ce que je vais proposer à tel résident, à tel groupe de résidents, etc. Quel sens je donne à ça et comment je le construis. Et après, quand on n'arrive pas à un projet, on arrive tout de suite à rebondir sur autre chose. C'est-à-dire que sur un projet qu'on n'arrive pas à faire, on dévie sur autre chose par rapport au premier projet. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On l'adapte. Ouais. Voilà, on l'adapte, on rebondit. En général, on n'abandonne jamais. Parce que là, c'est un exemple autour d'un gros projet, parce que ça, c'est un projet vraiment très important. Mais vous me racontiez qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses que vous faites sous l'animation tout au long de l'année, avec aussi des partenariats locaux et puis d'autres activités, effectivement. Après, on a des choses qu'on développe au fur et à mesure. On a tout le travail avec la médiation animale qu'on a développé, on a l'intergénérationnel qu'on a développé. Donc là, en intergénérationnel, au fur et à mesure des années, on augmente les partenariats. Donc on est parti du relais petite enfance. Après le relais petite enfance, on a intégré l'école primaire. Donc maintenant, on est à 2 partenaires et cette année, on va intégrer le collège, pour donner une continuité justement au projet de départ et que les enfants puissent suivre le projet intergénérationnel, même en évoluant dans leur scolarité. Parce que là, justement, en fait, on était un petit peu bloqués. Dès qu'ils quittaient le CM2, il n'y avait plus de suite. Là, on est à un stade où l'équipe est prête aussi à augmenter un petit peu sa capacité à aller vers des plus grands. Donc pas plus tard qu'hier, j'étais en réunion avec le principal du collège de Fresnes et on va démarrer à partir de février, à peu de choses près, des temps d'intergénérationnel avec les collégiens. Donc ça, c'est des projets qui sont menés un petit peu toute l'année. C'est des dates ponctuelles. On a un calendrier qui est défini une fois que les enseignants nous donnent la récurrence à laquelle on peut intervenir ou qu'eux puissent venir jusqu'à l'EHPAD. Et ensuite, on va dire que moi, je lance le projet et après, c'est l'équipe qui le prend en main.
avec les résidents qui sont volontaires pour aller travailler avec les enfants, parce que là, forcément, on ne peut pas leur imposer. Hein, c'est forcément ceux qui ont envie d'aller avec les enfants, mais ça marche tellement bien que pour le moment, on n'y suit pas trop de refus. Pareil avec les animaux. C'est vraiment au feeling du résident d'aller vers les animaux ou pas. Donc là, on a plusieurs possibilités. C'est soit les animaux viennent à l'EHPAD, soit nous, on va à la ferme pédagogique passer une demi-journée ou une journée au contact des animaux, à pique-niquer, à faire une sortie en calèche, etc. Et après, on a vraiment toutes les activités au quotidien. Où là, en fait, on a démarré donc avant Covid. Pendant la période Covid, forcément, ça s'est stoppé. Ça a mis un petit peu de temps à relancer. Et là, ça y est, c'est bien relancé. On a des activités tous les jours. On commence à avoir des activités en soirée. Le mois dernier, il y a une aide-soignante qui a démarré des petites soirées télé, on va dire, avec des groupes de 5-6 résidents qui marchent super bien parce qu'ils sont contents de se retrouver pour partager un moment, regarder un film en commun ou une émission ou autre. Tout ça, c'est sûr que si c'est une animatrice, c'est compliqué parce qu'en soirée, elle n'est pas en poste. Et en fait, en donnant les moyens même aux équipes de nuit ou aux équipes de matin de mettre en place des activités, on y arrive. Là, je sais que prochainement, en 2023, il y a l'ergothérapeute qui va un petit peu accompagner aussi l'équipe sur des actions bien précises, notamment autour du jeu de société pour pouvoir adapter au mieux aux résidents. Là, on le fait, mais voilà, on a besoin de son regard aussi à un moment. Donc, elle va s'insérer aussi à son niveau dans les activités pour encadrer l'équipe aussi. En fait, on a des petits budgets pour recruter ergothérapeutes. On ne trouve pas, en fait, donc on travaille avec des libéraux. Et je touche ma tête, qui est une tête qui est un peu du singe. On a la chance d'avoir trouvé, que ce soit le psychologue et l'ergothérapeute, qui s'investissent malgré, voilà, donc ils viennent une fois par semaine, d'accord, mais ils s'investissent sur des programmes, et notamment aussi les kinés, qui sont des kinés libéraux qui viennent dans les EHPAD. Et là, on a trouvé un binôme kiné-ergothérapeute qui, avec l'équipe, vont vraiment développer et s'adapter et adapter les activités, qu'elles soient, comme vient de dire Aurélie, qu'on puisse toujours avoir cette idée de complémentaire aux soins et construit au sein du soin, mais pas que pour le soin, qu'on puisse apporter du bien-être aux personnes, mais tout en comprenant que l'équipe a besoin, elle aussi, de s'épanouir en faisant ça. Et voilà, je pense que c'est un peu, on a apporté du sens à cette activité. Donc, tout est perfectible. Hein, bien de toute façon, les résidents le ressentent tout de suite qu'on a envie, ils le sentent bien et voilà, ils sont heureux de nous voir quand on arrive, on va faire ça, bah, ils sont tout de suite contents, quoi. Ils ressentent notre bonheur aussi. Alors, on ne s'affranchit pas de travailler également, par exemple, l'activité physique adaptée avec des partenaires comme Handisport ou Ciel Bleu, d'accord, mais en même temps, on leur commande des formations, c'est-à-dire qu'ils forment le personnel, voilà, notamment Handisport, qui forment on fait des formations, comme ça, on essaye aussi de former des référents à la médiation animale pour qu'on ait une continuité comme ça. Bon, parce que le handisport, si vous n'avez pas une aide budgétaire ou une subvention, le budget ne permet pas de payer ça, quoi. Bon. Donc, c'est toujours mais on arrive à trouver des solutions pour qu'on ait aussi tout le temps un regard extérieur qui nous apporte de l'expertise, en fait. Voilà. Qui vous permet certainement aussi à chaque fois de prendre un recul nécessaire sur votre pratique. D'une part, et d'autre part aussi de monter d'avoir un projet thérapeutique aussi autour d'une personne extérieure avec des objectifs individuels pour certains résidents. Et après, nous, on peut construire autour de ça effectivement une continuité. Voilà.
Par exemple, l'été dernier, on s'est appuyé sur un objectif d'un résident dans son projet pour mettre en place une sortie pour plusieurs résidents. Il y a un rassemblement de voitures anciennes à Madine. Il y a un résident pour qui c'était vraiment un objectif de pouvoir continuer à côtoyer le monde de l'automobile, etc. On s'est servi de cet objectif pour mettre en place une sortie pour lui. Et en même temps, du coup, on a greffé 3-4 autres résidents qui ont passé donc une demi-journée à Madine à profiter des voitures anciennes, du cadre de Madine, de prendre un goûter en extérieur. Et au final, ils ont passé, l'ensemble a passé une super après-midi. Parce qu'ils ont pu reprendre du plaisir sur un événement assez important, croiser du monde. Enfin, voilà, ça paraît anodin dit comme ça, mais au final, c'est hyper riche. Là, pas plus tard qu'hier, on a été faire les courses pour les fêtes de Noël avec deux résidents qui étaient mais enchantées. Il y en a même une qui a profité pour faire ses petites courses à elle en même temps. Bon, bah, je suis au magasin, je fais mes 2-3 courses. Hein. Et bah, allez-y, c'est fait pour. Donc, voilà, des fois, on part de toutes petites choses qui peuvent paraître anodines et au final, qui ont un sens énorme pour le résident. Ouais. Aller racheter ses vêtements plutôt que ce soit la tutrice qui fasse une commande chez un fournisseur. Nous, on opte pour leur demander des bons d'achat et on va avec le résident faire les achats. Le résident au magasin choisit ses vêtements, essaie ses vêtements et revient avec ses achats. Beaucoup de personnes sous tutelle, malheureusement. Hein. Enfin, on a très peu de familles présentes sur le nombre de résidents. Donc, et c'est vrai que c'est une donnée importante dans l'EHPAD parce que du coup, sans aller trop loin, je dirais, voilà, on compense le manque de proches, quoi, d'accord? Alors, quelle que soit la raison, hein, on n'est pas dans le jugement, mais c'est vrai que les tutelles, eux, quand ce sont des associations tutélaires, hein, bien sûr, ont une approche très gestionnaire enfin, de l'accompagnement de leurs protégés. Et nous, on essaye de sortir, bien entendu, de cette idée-là. Voilà. Ok. Écoutez, je vous remercie pour ce témoignage très, très riche. Je vais donner la parole à Madame Korosek, directrice de l'IFOL-Le-Grand, et puis après, on prendra un temps d'échange pour l'ensemble des deux EHPAD. D'accord ? Donc, Coralie, c'est à vous la parole. Bonjour à tous. Alors moi, je suis toute seule aujourd'hui parce que malheureusement, mes collaborateurs avec qui on a démarré le projet en 2020-2021 ne sont plus présents aujourd'hui sur notre structure. Donc voilà, je vais essayer de vous parler de notre expérience. Alors, on est parti, donc on est une petite structure aussi, hein, on a une capacité d'accueil de 50 résidents. Donc, on a vraiment aussi cet esprit convivial et familial. Et donc, nous, au sujet de l'animation, on est parti en fait de deux constats, à savoir que nous avions une animatrice à mi-temps. Et donc, lorsqu'elle était absente, nos résidents, malheureusement, n'avaient pas forcément d'occupation. Il faut dire ce qui est. Et puis, la deuxième chose, c'est que finalement, on avait des équipes de soins qui étaient vraiment dans la dimension de soins purs, comme je le dis, qui étaient vraiment dans l'apport de soins physiques. Donc, l'idée, c'était de réinterroger un petit peu tout ça, de l'organisation du travail des équipes soignantes pour pouvoir éventuellement organiser les choses autrement et essayer de favoriser la dimension relationnelle des équipes de soins et des résidents. Voilà, d'apporter une autre dimension aussi au travail des soignantes parce que on est parti de cette observation que sortie un petit peu de l'organisation de leur journée, des fiches de poste qu'elles suivent énormément, elles ne savent pas si… alors, vous parliez tout à l'heure, M. Bourg, justement, un petit peu d'autorisation.
ça m'a fait penser au fait qu'effectivement, on a des soignantes qui ne pensent pas avoir le droit de faire autre chose que du soin physique avec la personne. Donc, du coup, voilà, l'idée, c'était un petit peu de faire avancer ces réflexions-là. On a mené tout un travail. On s'est réunis autour d'un comité. Et puis, voilà, on a essayé de poser plusieurs constats autour de l'animation. Donc, il y avait vraiment, de la part de l'équipe, un manque de temps, un manque de savoir-faire aussi, la peur de prendre la place de l'animatrice et puis d'être incompétente parce que, voilà, des fois, il faut simplement aussi un petit peu poser les choses. Elles avaient peur qu'on leur demande de faire le travail de l'animatrice, ce qui n'était pas du tout le cas. L'idée, c'était vraiment d'être complémentaire et de pouvoir aussi s'intégrer dans toute cette sphère d'activité et que l'animatrice ne soit voilà, pas seule à être autour de projets, d'activités, d'occupations et de relationnel. Donc voilà, ça a ouvert déjà un petit peu le dialogue. Et c'était une chose importante aussi dans notre établissement à essayer de favoriser parce qu'il voilà, il y a eu un petit peu, à un moment donné, je pense que tout le monde s'est un petit peu perdu et s'est cantonné à son propre travail. Donc ça, c'était en lien aussi avec un petit peu l'historique de l'établissement où il y a eu un moment où elles ont été très autonomes du fait d'un manque d'encadrement. Donc voilà, chacun se retenait un petit peu à ses tâches et en oublier le principal dans nos établissements, qui est la dimension sociale. Voilà. Donc c'était vraiment l'idée, c'était j'aime beaucoup l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure, Monsieur Bourg, de faire tomber les murs, parce que oui, effectivement, il y a des murs de dresser entre chaque profession, entre chaque métier, entre chaque mission. Et il ne faut pas oublier qu'on est un établissement de vie. Et dans le médico-social, il y a cette part de social qui est très, très importante, sinon presque prioritaire, parce que voilà, ça apporte énormément de choses à nos résidents par la suite. Voilà. Donc, on a mené des groupes de travail. Donc, on a commencé par là, un petit peu pour interroger ce qu'il était possible de faire, comment on pouvait réorganiser le travail, quel support on pouvait apporter aussi aux équipes, est-ce qu'il fallait retravailler un petit peu les fiches de poste, créer des temps. Voilà, ils avaient vraiment besoin d'aide. En tout cas, c'est ce qui a été ce qui est ressorti de ces temps d'échange. Besoin d'aide sur voilà, comment on s'y prend, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui ressort de tout ça. Donc, et puis, une des difficultés aussi, c'était que finalement, par habitude, certains résidents n'avaient pas forcément d'idée sur qu'est-ce qu'on fait. Donc voilà, ça aussi, c'était une petite difficulté. Mais voilà, donc on a avancé. Et puis, malheureusement, ce projet-là a été un petit peu mis en suspens parce que notre animatrice, comme l'évoquait tout à l'heure Micheline, nous a quittés. Donc, on a été quelques mois sans, malheureusement. Je me suis absentée aussi de l'établissement. Et puis voilà, on a eu aussi une période avec une certaine tension RH, voilà, où je pense qu'on connaisse des difficultés de recrutement sur certains types de postes. Donc après, voilà, c'est une réalité de terrain aussi qu'il faut appréhender parce qu'on a des contraintes de temps. Et malheureusement, même si c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, ce projet de réorganiser un petit peu les soins autour de l'activité et de le faire vraiment de manière pluridisciplinaire. Voilà, des fois, on a des contraintes de temps et puis on remet à plus tard nos réunions de travail autour de ce projet-là. Donc, on l'a mis en suspens et aujourd'hui, voilà, une animatrice vient de rejoindre notre équipe à temps plein, mais c'est pas, j'ai pas lâché cet objectif en tout cas, et on va le redémarrer justement au début d'année 2023, donc avec tout ce que ça nous aura apporté, pardon, sur la méthode de travail en fait, la conduite de projet, qui était nouveau aussi pour nos équipes.
Mais voilà, là, on a une très bonne base de travail, donc ce qui va nous permettre de pouvoir poursuivre et réinitier cette expérimentation, puisqu'on s'est arrêté en fait un petit peu avant l'expérimentation du projet. Voilà. Donc, alors peut-être ça viendra dans les échanges juste après, Micheline, mais moi j'avais une question pour Monsieur Bourg, à savoir, parce que je trouve ça plutôt chouette, le travail que vous avez réalisé sur votre établissement. Et je voulais savoir de combien de temps en fait vous avez mis pour pouvoir réaliser ce travail avec vos équipes. Ouais. En fait, nous, c'est vrai qu'on a démarré, cette idée en 2019. Quoi. Donc, en deuxième semestre 2019. Deuxième semestre 2019, où on a commencé à voir effectivement, à comprendre que la situation autour des activités, de l'animation, tout ça, ça ne fonctionnait pas. Et c'est vrai que moi, j'ai fait une réunion. J'ai fait une réunion où j'ai dit, écoutez, voilà, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire, d'accord? Avec l'idée, j'ai introduit la réunion en disant, vous savez, on peut aller jusqu'à dire que vous, aide-soignante, vous allez jouer avec les résidents. Et le terme jouer j'avais repris ça dans une phrase que j'avais vue sur une notification que je reçois, voilà, etc. L'idée, c'est de sortir effectivement du quotidien et de cette capacité à se servir de la proximité du soin. Donc, ça a été très vite. Donc, c'est-à-dire très, très vite, elles ont été volontaires. Très, très vite, il y en a aussi qui ont dit ça, c'est pas pour moi. Et chaque position a été très respectée. D'accord ? C'est-à-dire, jamais, encore aujourd'hui, il y a des aides-soignantes qui disent non, moi, mon boulot, c'est aide-soignante. Et ce n'est pas parce qu'elles ont 20 ans ou 30 ans d'expérience ou qu'elles sortent de l'école. Bon, d'ailleurs, celle qui sort de l'école, on a un apprenti qui ne comprend rien. Enfin, elle dit mais qu'est-ce qu'on me demande de faire dans cet EHPAD ? Vous voyez, parce qu'elle sort de l'école et en fait, non, il n'est pas question de faire autre chose. Il est question de faire autrement, en fait. Hein, et puis de repenser autrement, en fait, le métier d'aide-soignante. Donc, en 6 mois, on avait bien démarré. Et là, maintenant, ça fait 4-5 mois, 6 mois aussi, où ça reprend. Où, effectivement, alors, moi, je me suis posé des questions, Coralie, hein, parce que je me suis dit, mais est-ce qu'on est toujours est-ce que c'est toujours d'actualité de faire les choses comme ça ? Oui, est-ce que ça… Donc, il a fallu réinterroger tout ça. Et du coup, on a appris aussi, à faire un peu autrement. Et ça reprend, enfin, voilà. Donc, moi, j'ai normalement 9 aides-soignantes. Là, du coup, on a 10 personnes, ce qui permet de détacher, de gagner du temps. Enfin, il y avait une ligne budgétaire hein, pour une animatrice, enfin, voilà, même s'il n'y a que 43 heures, elle existait. Et l'idée maintenant, c'est de faire une osmose entre les ASH et les aides-soignants. Enfin, j'imagine 50 résidents, enfin, qu'elles travaillent ensemble, en fait. Je ne parle pas de glissement de tâches, attention, hein, pas du tout. Hein. Mais qu'elles travaillent ensemble justement sur l'accompagnement global du résident et arriver, il y a des activités qu'une ASH, même si elle n'a pas de qualification soins, peut faire. Hein, enfin, et là, on fait même intervenir les gens de l'administratif qui vont aider à monter un projet, par exemple. Mais vous voyez, c'est un soutien. Ouais, voilà. Et combien de temps ? Je dirais, s'il y a de l'adhésion, si effectivement il y a une volonté, s'il y a une bonne compréhension, une adhésion, une bonne compréhension, et il faut arriver à donner du sens à tout ça, ça peut aller très vite. Hein. Enfin, les talents s'expriment très, très rapidement. Enfin, c'est presque à la limite, comment dire… la volonté de se lâcher, en fait. Voilà. Parce qu'être-soignant, c'est un travail très difficile. Et c'est central dans les EHPAD. Les aides-soignants sont vraiment les personnes centrales dans un EHPAD. Enfin, tout le monde a une importance, mais c'est eux qui sont dans l'intimité au quotidien avec les résidents. Enfin, dans une toilette, c'est très important. Et tout se passe là, en fait. Voilà. Et surtout, alors, s'il y a bien quelque chose sur lequel je me suis appuyé tout de suite, c'est dire, voilà, on ne peut pas travailler sans la confiance. Elle est réciproque. Et moi, en tant que directeur, je dois faire le pari de la confiance. Voilà. D'accord ? Alors, ça marche avec une grande majorité des personnes, qu'elles soient soignantes ou pas.
Il y a des couacs avec certains, ça c'est clair. Voilà. Mais c'est le prix à payer, quoi. Voilà. Après, on est toujours dans cette règle immuable du 20-80. Il vaut mieux que les 80 soient ce qui marche plutôt que le 20. Mais c'est ça, en fait. Hein. Et en fait, on s'occupe vraiment de ce qui marche. Et puis, quand ça ne va pas, ben, on trouve des solutions pour trouver des échappatoires, quoi. Voilà. Mais ça peut aller vite. En 6 mois, ça peut être monté. Hein. 6 mois, ça peut être monté. Oui, oui. Après, il faut beaucoup échanger avec les équipes. Enfin, moi, je sais que tous les mois, on fait au moins 1 à 2 réunions vraiment axées sur les activités où on reprend tous les projets qu'elles avaient évoqués pour le mois en cours et le mois suivant pour voir un petit peu pareil. Qu'est-ce qu'elles sont en mesure de garder dans la projection qu'elles avaient fait, qu'est-ce qu'elles vont laisser tomber et reporter à l'année d'après. Enfin, voilà, on avance un petit peu au trimestre. 2 fois dans l'année, on fait pour le semestre, mais après, on reprend au trimestre et après, mensuellement, voilà. Qu'est-ce qu'on est en capacité de maintenir, qu'est-ce qu'on n'est pas en capacité de maintenir. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cet échange et sur l'ouverture du coup aux questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Voilà, c'est le moment de poser des questions si, bien entendu, Coralie, vous avez abordé l'ensemble des sujets. Moi, j'avais retenu, si je puis me permettre, dans la partie expérimentalisation, enfin, ce que vous aviez commencé à initier, je me rappelle, vous aviez parlé de matérialiser en fait des sortes de fiches d'activités pour faciliter l'appropriation par l'équipe soignante. Oui, c'est ça. C'était, Oui, effectivement, on cherchait un support pour faciliter aux équipes parfois de trouver des animations de type ou des animations flash, en fait, des petites choses qui se mettent en place assez rapidement et pour initier un petit peu les envies et puis que chacun se lance en fait simplement et donne ses idées. Des petites fiches support, où trouver le matériel, combien de temps ça prend, avec quel type de résident on va plutôt faire cette activité ou celle-ci. Voilà. Donc, effectivement, on en était arrivé jusqu'ici. C'était co-construite, hein, co-construite. Oui. Équipe, par l'équipe, voilà. L'objectif, c'était que ça soit fait par l'équipe dans son intégralité pour que justement, ça puisse être beaucoup plus parlant pour tout le monde. Merci beaucoup. La parole est à tout le monde. Hein. Allez-y, vous pouvez poser des questions. N'hésitez pas, de témoins, de structures. Moi, j'avais une question pour l'EHPAD d'Amonville. Donc, c'est Valérie Green qui vous parle. Donc, je représente l'ARS Grand Est. Et je n'ai pas un poste en lien direct avec les établissements. Donc, je suis curieuse de tout ce que vous avez pu dire. Et donc, j'avais une question pour l'EHPAD d'Amonville. Je voulais savoir si cette activité, je sais pas, complémentaire, comme vous avez pu l'appeler, est-ce que cette activité a pu se réaliser, donc vous disiez à partir de 2019, avec une petite interruption évidemment à cause de la crise, est-ce que vous l'avez réalisée à moyen constant ou vous avez recruté du personnel supplémentaire? Non, à moyen constant en réorganisant les équipes. D'accord. Pourquoi cette question? Parce qu'on entend souvent dire que les aides-soignantes courent pour donner les repas aux personnes qui sont alitées, elles courent pour faire les toilettes, etc. Donc, je suis un peu surprise d'entendre tout ce que vous avez pu faire justement sur cette thématique de l'animation avec vos équipes. Une précision, d'accord? Une précision, et c'est encore une fois, 40 résidents, il y a une proximité qui permet de réaliser beaucoup de choses avec, on va dire, autant que, comment dire, je voudrais bien, quand vous avez plusieurs services, des étages, communiquer, que les gens communiquent entre eux, donc les moyens sont resserrés. On arrive à mutualiser beaucoup, d'accord? C'est-à-dire, c'est 40 résidents, c'est petit, enfin, c'est vraiment familial. Encore une fois, je ne pense pas, c'est beaucoup plus, je pense que c'est beaucoup plus difficile à mettre en place dans un EHPAD où il y a 95 ou 100 résidents, avec 2-3 services, etc., parce qu'il n'y a pas cette osmose qui peut se faire, d'accord? Donc, nous, on
on arrive à détacher du temps à des aides-soignants parce qu'effectivement, on a formé des ASH aux soins, d'accord? Et parce qu'une activité d'une aide-soignante, dans son activité, il n'y a pas que les toilettes, d'accord? Même si on dit, il y a tout le reste, d'accord? Et ça permet, si vous voulez, de consolider une équipe et puis de dégager un peu de temps à l'équipe. Voilà. D'accord. On a aussi dans notre manière, dans notre fonctionnement, et ça, je l'ai découvert quand je suis arrivé, il y a 2 IDE donc, qui sont en poste, d'accord, en 12 heures. Donc, eux, c'est les seuls qui sont en poste en 12 heures. Et les IDE ont comme mission d'accompagner les aides-soignantes le matin, d'accord? Et ils peuvent faire aussi accompagner en faisant des toilettes. Et ils le font volontiers. Donc, vous voyez, c'est vraiment un travail global d'équipe où on va vraiment aider les personnes sans glissement de tâches, hein, je précise. Hein, il n'y a pas de toilettes qui sont faites par des ASH, c'est catégorique. Et on arrive à créer, mais c'est parce qu'on a testé et qu'on a regardé comment on fait. Par exemple, un week-end, il y aura, je passe sous le contrôle, 3 aides-soignants. 3 à 4. Entre 3 et 4 aides-soignants, donc le week-end, même quand elles sont 3, et puis que tout se passe bien ce dimanche, d'accord, tout s'est bien passé, parce que voilà, il y a des fois c'est particulier, on a du mal, et qu'ils arrivent à se dégager un peu de temps, donc ils vont mettre à profit en se disant, ben tiens, ben là, ça serait intéressant, il y a Madame Intel et Madame Intel qui demandent, ça fait plusieurs fois que j'entends dire qu'elles veulent aller se recueillir sur la tombe du conjoint. Ah, on les emmène au cimetière. Donc, il faut prendre la voiture, ils prennent la voiture, ils emmènent au cimetière. Voilà. Et vous voyez, c'est des petites choses comme ça, mais cumulées, ça veut dire qu'ils sont proches des résidents, ils leur apportent un accompagnement ou social ou bien-être, même si c'est une manucure, en prenant son temps. Il n'y a pas à le faire rapidement dans la chambre, hein, on se met dans un coin, enfin, on arrive à faire ça, et tout peut être compensé. Mais je comprends, Madame Gomine, que vous soyez surprise, parce que moi, quand je le raconte, on m'explique toujours comment c'est possible. Bon, voilà, c'est un petit EHPAD, et c'est vrai c'est très familial, et on arrive à créer des osmoses qui nous permettent… Alors, pendant la Covid, on n'a pas tellement, nous, eu de problème d'absence de personnel, et on a eu un cluster, etc. Et là, le personnel s'était renfermé un peu sur lui-même de par cette surcharge mentale, et on n'arrivait plus à rien faire en fait. Vous voyez, on avait vraiment du mal, quoi. Ce qui veut dire que l'ambiance générale, cette capacité à travailler ensemble, est déterminante. En fait, cette façon de travailler est très liée à la taille de la structure. Oui, mais c'est pour ça que je le dis en préambule. Je dis attention, ce n'est pas réplicable partout. Vous voyez, moi, j'ai travaillé dans d'autres EHPAD avant. Voilà, mais j'ai toujours été moi, je viens d'un autre monde, hein, avant d'être directeur d'EHPAD. Ça fait 10 ans que je suis directeur d'EHPAD, 5 ans que je suis à Nonville. J'ai bientôt 60 ans, vous voyez, donc j'ai tout changé ma vie à 40 vers 50 ans. Je faisais complètement autre chose, et j'ai découvert le monde du médico-social, et j'ai eu un regard extérieur, effectivement, sur le fonctionnement social de l'EHPAD, d'accord? Parce que moi, je ne suis pas du tout soignant, donc je n'ai pas cette approche soignante, d'accord? Je fais confiance aux experts, il y a des médecins, des infirmiers, des aides-soignants qui connaissent bien leur travail, et cet aspect social qui est effectivement se dire, mais attention, parce que moi, j'ai tout appris sur le tas, j'ai appris, donc tout le monde me dit que les résidents dans un EHPAD, ils sont à domicile, leur chambre, c'est le domicile, sauf qu'on leur interdit de fumer. Alors il y a même des aides-soignants qui ont du mal à dire qu'ils peuvent boire de l'alcool. Vous voyez, donc il faut sortir de ça. Quand on sort de ça, on a un autre état d'esprit, donc on voit les choses différemment. Je pense que c'est un tout. Il n'y a pas qu'une question
la question n'est pas que budgétaire. Les moyens, c'est important, l'efficience aussi, mais parce que c'est une petite structure, Madame Gomis, je vous le confirme, on arrive à créer des osmoses qu'on a du mal à créer ailleurs. Ça, c'est clair. Parce que pour qu'une équipe de 20 aides-soignantes qui travaillent en service travaillent toutes ensemble, c'est compliqué. Hein, oui. Vous en avez 3 ou 4 le même jour en poste, c'est quand même beaucoup plus facile. Hein. Je ne sais pas si je vous ai convaincu, Madame Goming. Oui, oui, bien sûr, je suis convaincue. Et justement, ça m'amène à une autre réflexion, c'est qu'aujourd'hui, donc votre expérience est très, très positive. Hein, je vous félicite. Et la tendance aujourd'hui, toujours moins de mon poste sans lien avec les EHPAD, plutôt, comme vous le disiez, budgétaire. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la tendance est plutôt aux fusions, regroupements d'EHPAD. Donc, c'est par rapport à ce que vous disiez, c'est un peu dommage puisque la réussite est plus dans une petite structure. Oui, alors on est OHS, hein, donc on est une grosse entreprise. C'est-à-dire que moi, je bénéficie de beaucoup. Vous connaissez l'OHS? J'en ai entendu parler un petit peu, oui. Ça fait pas très longtemps que je suis à l'ARS, mais j'en ai entendu un peu parler. Voilà, c'est une grosse association Meurthe-et-Mosellane, c'est une 60aine d'établissements, il y a 2000 salariés. Ça, c'est l'OHS, d'accord? OK, qui est propriétaire et gestionnaire donc, de l'EHPAD d'Annonville et de la résidence d'Annonville, d'accord? Donc, on bénéficie de beaucoup de support quand même, vous voyez? On bénéficie de cette synergie. Alors, pas en termes budgétaires, parce que vous les connaissez, nous, on a notre budget, on gère notre budget, quoi, d'accord? Bon. Mais c'est une manière, ça nous permet une certaine sérénité dans la manière dont on approche nos projets, que ce soit par du soutien, etc. Et on parlait d'autorisation, vous voyez, d'une aide-soignante qui, dans un cadre, se sent autorisée avec un cadre bien précis à être créative et avoir des idées, à se dire, bah, tiens, je vais arriver à faire ça aujourd'hui parce que j'ai envie de le faire, parce que ça a du sens, parce que ça apporte quelque chose aux résidents, etc. Donc, je m'arrange avec l'équipe et on arrive à trouver des solutions. Voilà. Mais tout seul dans son coin, bon, déjà, n'est pas de 40 lits tout seul dans son coin, il disparaît. Ben, c'est ce qui a bien failli arriver à Annonville. Hein, voilà. Et donc, c'est un ensemble, un environnement et un ensemble qui fait qu'on arrive à développer effectivement des projets, des solutions. Mais je vous dis, hein, c'est une question, je pense que c'est une question aussi d'état d'esprit. C'est important que les gens se sentent autorisés. Mais j'insiste sur l'autorisation parce que moi, j'ai vu que ça fait la différence. Hein. C'est-à-dire que je suis bloqué dans quelque chose, on m'autorise, ah oui, et du coup, je trouve des moyens que j'avais en moi, mais que je n'osais pas mettre mobilisés, quoi. Alors, des fois, c'est des petites choses, hein, mais plein de petites choses qui s'additionnent, ça crée, parce qu'on est un petit EHPAD, ça crée quelque chose. Donc, après, maintenant, on progresse. Il faut que maintenant qu'on arrive, si vous voulez, à maintenir dans le temps et cette dynamique. Voilà. Et en plus, donc, on est, nous, avec l'OHS, on est complètement mobilisé par le virage domiciliaire, c'est-à-dire qu'on répond aux appels à candidature. Donc, nous, un autre EHPAD de l'OHS, celui de Toul, de Fougue, a obtenu, si vous voulez, donc, le pilotage d'un CRT. Nous, on l'aura, c'est confirmé, on l'aura pour 2023 à Annonville. On travaille déjà depuis un an sur des partenariats avec des SAD. On a pu cet été intervenir à domicile. Compte tenu du fait de cette dynamique qu'on a à Annonville, on va agrandir. On a une extension de 12 chambres qui est prévue pour accueillir des personnes handicapées vieillissantes. Donc là, on est en construction. Du coup, on va vraiment casser des murs.
pour de vrai. Donc, on est dans une dynamique. Et puis, avec le soutien de l'OHS, ça nous a permis, par exemple, de former cet été, de former une aide-soignante apprentie, d'accord? Parce qu'il est question qu'on s'investit, l'OHS s'investit justement sur trouver des dynamiques autour de l'apprentissage. Et on a conservé la personne plutôt que de la perdre, vous voyez, d'accord? On s'est dit, on l'a formée, elle est jeune, elle sort de l'école. Alors, depuis le mois de septembre, c'est vrai qu'on a cette capacité, mais parce qu'on a décidé effectivement de soutenir ce virage domiciliaire. On a créé des situations qui ont permis à des aides-soignantes d'aller à domicile parce qu'il y avait, pour aller aider une personne qui était avant une personne handicapée, qui n'avait plus de solution, alors en relation avec le conseil départemental, les Mayas qui existaient encore, etc. Et on arrivait à créer cette dynamique autour de l'équipe en disant l'EHPAD de demain, on parle beaucoup de l'EHPAD de demain, ça veut dire qu'il faut d'abord changer d'état d'esprit et il faut qu'on change tous d'état d'esprit sur notre manière d'approcher l'accompagnement des résidents. Et ça aide beaucoup quand même, hein, d'accord? Mais sûr que les 3 soignantes de plus, ce serait quand même beaucoup mieux, Madame Gomis. Je vous remercie pour cet échange très intéressant. Je me tourne maintenant vers les autres participants, notamment les 2 autres établissements présents. Est-ce que vous auriez des questions à poser à ces 2 établissements qui ont partagé leurs pratiques? N'hésitez pas à prendre la parole. Madame Tintinger ou Madame Ridou, si les noms que je vois là qui s'affichent. Si vous voulez nous faire part de vos réflexions sur le sujet. Oui, justement, on essayait de commenter un petit peu tout ce qu'on a entendu. Alors nous, au niveau de l'animation, donc la maison a 30 ans, la maison d'accueil, elle a 30 ans. Sur ces 30 ans, c'est un projet qui était vraiment dans le projet d'établissement, qui était très, très, très important dans ce projet d'établissement. Mais je pense que la barre a été très, très haute. Et là, suite au Covid, le confinement, l'arrêt des animations en groupe, l'arrêt de beaucoup de choses, on a le départ de l'animatrice et d'autres personnes, hein, encadrantes ou autres, soignantes, ont fait que l'animation est presque inexistante. Et là, depuis peu, on essaye, avec Alice qui est infirmière, on essaye de relancer. Donc, c'est très récent, hein, c'est sur le mois de décembre, justement, on a profité des fêtes et de cet esprit festif et de joie pour essayer de rebondir sur l'animation et de voir comment on aimerait se projeter sur 2023 sur l'animation. Donc, on a créé déjà un petit groupe avec celles qui avaient envie. Parce que, sincèrement, pour l'instant, il n'y a que le soin qui est discuté, quoi. Le soin vraiment. Et donc, c'est vrai que tout à l'heure, c'était Coralie, c'est ça, qui l'expliquait. C'est vrai qu'on est vraiment, c'est très compliqué, hein, sensibiliser, essayer de motiver, essayer de. Souvent, même si on projette quelque chose, souvent il tombe à l'eau parce que au bout, il y a personne qui le mène, même dans les équipes, et même si on a tout organisé, vous voyez. Donc, c'est vraiment assez compliqué. Donc là, le mois de décembre a été, on s'est organisé différemment. On a essayé de jouer sur la cohésion. On a essayé de jouer avec la cadre de santé sur… je dis le mot jouer parce que tout à l'heure, j'ai apprécié qu'il soit utilisé, mais peut-être différemment chez nous. On a essayé de jouer aussi sur le principe de se réunir et de se dire, avec celles qui avaient envie, de se dire comment on va motiver tout le monde. Donc, on a commencé tout doucement. Là, par exemple, cette semaine, on a eu un loto. On a essayé de refaire un atelier culinaire parce que tout ça, ça avait été abandonné avec le Covid. Donc, voilà, on a essayé de reprendre à côté, le côté des nutritions avec le plaisir du goût et de l'alimentation. En même temps, des jeux de société, donc comme le loto, avec des petits lots à donner aux résidents pour motiver aussi un petit peu tout le monde. Et voilà, on essaye de reprendre, mais vraiment tout doucement. Là, on va
profiter de Noël et des cadeaux du 1er janvier et de refaire, on a dit, un petit bal, une sorte de petite bal musette. Et après, de programmer sur janvier déjà. On a fait notre réunion pour janvier et de pouvoir se projeter sur quelques projets. En fait, on a des projets, on a des idées, mais le problème, c'est que les équipes, en fait, ce qui remonte, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Le mettre dans le planning, entre guillemets. Parce que, bah oui, on a des projets, oui, on a des idées. Et la deuxième problématique qu'on a, c'est que l'équipe des personnes, des résidents les plus autonomes, là où on devrait tabler le plus, c'est là où il n'y a personne qui a envie. Donc, on est en train de revoir les équipes. C'est un petit peu compliqué, en fait, de gérer un peu entre le planning, le manque de temps et ceux qui n'ont pas envie, c'est un peu compliqué. Donc, c'est ça qui est plutôt dur. Parce que les idées, on en a plein. Mais on manque de temps, manque de je ne sais pas comment l'amener, en fait. Je pense que c'est une question qu'on peut poser aux 2 EHPAD qui viennent de témoigner sur quel a été le préalable. La problématique, c'est que eux, c'est des plus petits EHPAD. Nous, on est plus grands. Alors, mais bon, après, on a quand même du personnel, mais même malgré ça, en fait, on a du mal à les sortir vraiment, purement de la toilette, des soins, alors que c'est plutôt un lieu de vie. Et c'est vrai qu'Amélie, qui nous connaît un peu plus, je me permets, Amélie, qui nous connaît un petit peu plus pour avoir fait la qualité de vie, la réalisation de ce beau projet, c'est vrai qu'à vu les difficultés qu'on pouvait retrouver autour d'une équipe, les changements qu'on a eu quand même dernièrement, et ce n'est pas toujours évident de pouvoir se projeter à long terme. Ce que vous n'avez pas dit là dans votre établissement, c'est que vous avez un public très particulier, puisque effectivement, ce ne sont que des résidents qui ont la maladie d'Alzheimer. Donc voilà, on est aussi sur sans doute une activité d'animation encore peut-être plus spécifique et peut-être d'ailleurs encore même plus liée aux soins, comme on a dit tout à l'heure, que l'un ne va pas sans l'autre et peut-être encore même plus pour ces personnes-là, avec cette idée de maintenir de l'autonomie aussi le plus longtemps possible. Et bon, voilà, après, ça fait un peu écho avec ce que disait Monsieur Bourg. Vous êtes quand même... alors, je ne sais pas si c'est sectorisé qu'il faut dire, mais voilà, du coup, il y a des équipes dans différents secteurs. Donc, forcément, plus on éclate les équipes, et moins on a de vases communicants les uns avec les autres, et moins on peut mobiliser du personnel, puisque il faut à chaque fois 4 équipes, puis il en faut une partout, pour tous les temps, toute la semaine, tous les week-ends. Après, c'est vrai que ce que je trouve intéressant, en tout cas là, dans ce qui a été dit, c'est qu'il y a cette idée aussi de valoriser le personnel, de pouvoir leur donner des responsabilités supplémentaires. Alors, encore faut-il qu'ils et qu'elles aient envie de les prendre, mais les valoriser sur des activités qui les intéressent aussi en dehors du travail. Et c'est aussi se montrer différemment avec ses collègues, montrer d'autres choses, valoriser, montrer ce qu'on sait faire. Et c'est la même chose pour les résidents au final. Parce que certains vont être plus à l'aise avec certaines activités qu'avec d'autres. Et c'est quand même la rencontre, effectivement, des intérêts finalement des uns et des autres et comment on peut valoriser ça. Et peut-être ce qu'il faut retenir, alors c'est une piste, après je laisserai les autres établissements donner aussi leur point de vue, c'est un peu aussi ce qu'on vous a essayé de vous transmettre quand on parle des projets de transformation avec vous, c'est que si vous prenez tous les projets les uns à côté des autres, ça augmente la charge de travail qu'il faut mettre sur chacun des projets, que si vous les pensez ensemble, les projets, forcément, vous allez mettre moins de temps à les mettre en œuvre. Et c'est décloisonner aussi les fonctions, les métiers, et ce que disait Monsieur Bourg, pas faire de l'animation pour faire de l'animation, mais intégrer l'animation aux soins. Comment dans le soin, on vient y mettre d'autres choses et qui sont plutôt effectivement du côté social, du côté bien-être et pas forcément du soin d'hygiène. En gros, c'est arriver à transmettre aux équipes que ce n'est pas forcément toujours quelque chose en plus. C'est quelque chose de différent. Et comment on l'intègre finalement à l'organisation du travail dans vos structures. C'est tout à fait ça, Amélie. En fait, le plus dur, c'est effectivement que les personnes comprennent qu'elles peuvent faire leur métier autrement. Autrement, d'accord ? Et alors ça, c'est difficile, hein, c'est pas comment dire,
ça dépend, ce que je rejoins Mme Ribou, ça dépend de l'histoire, enfin, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années dans l'EHPAD, les tensions RH, tout ça, ça existe. C'est clair qu'il faut s'appuyer sur, on va dire, déjà une ambiance stabilisée, sereine, qui permet effectivement aux personnes de faire confiance et d'avoir confiance entre ce qu'on est en train de leur raconter comme histoire et de comprendre que c'est possible de penser son métier autrement. D'accord ? Voilà. Parce que de toute façon, tout ce qui est de la on va dire, de l'expertise du métier, l'aide-soignante, elle connaît son travail, elle sait ce qu'elle peut faire et ne pas faire dans son métier propre. D'accord ? Voilà. Mais occuper des espaces ou la manière d'approcher un résident en prenant… C'est sûr que si une aide-soignante prend du temps, plus de temps, alors que tout le monde est en train de se dire je dois faire mes 10, 12 toilettes, etc. Et c'est clair qu'il va y avoir un souci, d'accord ? Il faut du temps pour que tout le monde comprenne que on travaille, allez, on arrive. Il y a des jours où on n'arrive à rien faire. Faut pas, je veux dire, c'est pas spectaculaire. Hein. Il y a des jours où malheureusement on n'arrive pas, d'accord. Mais et c'est là que moi je dois réfléchir sur dire attention, faut pas non plus que ça devienne quelque chose d'exceptionnel. Vous voyez, bon. Mais ce qui est important, c'est de créer des événements où les gens, tout le monde s'y retrouve en fait. Voilà. Une animatrice, elle va venir tous les jours. Si on a la chance d'avoir une bonne animatrice à 35 heures, elle va faire de l'animation tous les jours. Voilà. Bon. Mais est-ce qu'elle va trouver une osmose ? Ça peut marcher. Enfin, ça dépend tellement des personnes et de la manière dont on approche, ce métier, comment on approche le social dans l'aspect social du médico-social et de notre rôle, le rôle qu'on a tous, qu'on soit soignant ou pas dans un EHPAD, à bien comprendre qu'on est dans un lieu de vie. Pour des soignants, c'est un peu compliqué parfois hein, de se dire que effectivement c'est un lieu de vie, que le résident il est chez lui dans sa chambre, qu'il a des droits et que nous on a des devoirs de respecter ces droits et qu'effectivement c'est une manière de voir son métier différemment après. C'est une manière de voir son métier différemment. C'est une question d'état d'esprit. Et ensuite, à nous de trouver des moyens pour permettre la réalisation et cette capacité qu'ont les gens, à un moment donné, de se dire je peux faire mon métier autrement. Voilà. Et puis, où je te rejoins, Amélie, c'est vrai que si on dit on va faire ça en plus, on va faire ça en plus, on va faire ça en plus, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, on est bien d'accord. C'est comment tout ça va s'intégrer dans le fonctionnement. Ce n'est pas quelque chose qui vient en plus, c'est quelque chose qui est bien en osmose avec le reste. Mais j'ai quand même le sentiment, en vous écoutant parler, que ce que vous m'expliquez d'ailleurs, c'est que ça fait partie aussi de votre rôle à vous de faire tomber les murs et de mettre tout ça en musique aussi et de faciliter aussi… de donner ces repères-là à l'ensemble de l'équipe. Si vous ne donnez pas cela et ce côté autorisation à faire, peut-être que l'équipe, elle ne prend pas cette autorisation à faire. On voit bien que c'est vraiment quelque chose où on agit vraiment tous ensemble, quoi. Ça ne peut pas être juste à l'initiative d'une seule personne si on veut que ça marche. Et j'ai un peu le sentiment aussi que dans l'organisation du travail, dans les missions, tout ça, on voit que là-dedans, il y a des solutions. C'est ce que vous disiez, c'est comment finalement on voit son travail. Et ça m'a fait penser à une phrase dans l'étude que j'ai lue, c'est que comme critère de socialisation, c'était la participation aux activités. Et en fait, c'était faux de penser comme ça. Parce que la personne âgée peut très bien ne pas participer aux activités et être super bien dans l'EHPAD. Ça ne veut rien dire, en fait. Donc, non, mais c'est ce Non, mais vous me pensez à quelque chose. Je reviens sur la limite de la stimulation. Il y a des résidents, et là, je pense que tout le monde peut me rejoindre, qui n'ont qu'une obsession, c'est laissez-moi tranquille. Et
la personne qui accompagne un résident, le laisser tranquille, c'est-à-dire laissez-moi tranquille, je ne veux pas qu'on fasse le ménage dans ma chambre, je veux pas me laver, je veux boire ce que je veux quand je veux. Donc, du coup, ça crée… Là, ils sont dans leur carcan et leur barrière. Alors, il est question de faire attention que le résident ait une intégrité physique correcte. Cette idée de liberté, parce que tout est lié en fait, la liberté du résident de choisir pour lui, c'est quand je suis arrivé dans les EHPAD, c'était complètement opposé à la pratique d'une aide-soignante de s'occuper du résident. Et c'est là que moi j'ai souvent remarqué que j'ai dit mais comment on peut, parce que c'est ce qu'on appelle les injonctions paradoxales, d'accord? C'est comment on peut, et il y a une pression de soigner les gens. Vous voyez, moi je me souviens même une ASH ou une AS qui comprenait pas que je lui disais mais la personne veut faire son lit elle-même. Oui, mais il est mal fait le lit. Mais il est mal fait par rapport à quel critère? Un critère militaire. Enfin, moi j'ai fait mon service militaire, hein, ça existait à mon époque. Ou le critère du bien-être, et puis elle n'a pas envie de faire son lit, enfin voilà. Non, oui, mais si la famille elle vient, ou la porte est ouverte, il y a des gens qui passent, et je dis il faut expliquer ce qu'on fait à tout le monde. Il faut que tous les gens qui sont dans l'EHPAD, il faut leur expliquer quelle est la culture et qu'est-ce qu'on fait, d'accord? Voilà. Un résident, sur le maintien de l'autonomie, qui veut prendre son goûter dans sa chambre, qui prend son goûter dans sa chambre seul et qui veut, et qu'on on pense que c'est important qu'il continue à s'alimenter seul, il s'en met partout en fait, un goûter, voilà. C'est sûr que si quelqu'un passe à ce moment-là, il va dire mais il prend une photo, hein. Puis on se retrouve à France 2, quoi. Donc, mais l'idée, c'est expliquer et de comprendre les choses, même sur des stagiaires, des CDD qui viennent, etc. Il faut du temps pour comprendre. Nous, quand on amène des poneys dans les chambres, Madame Goming, si je demande l'autorisation de l'ARS d'amener un poney dans la chambre, personne ne va m'autoriser à faire ça. Mais il y a du sens, c'est-à-dire, et on fait attention à ce qu'on fait. D'accord, on a les poneys qui sont là, on fait de la médiation animale avec les poneys, on va jusqu'à amener des poneys, c'est des Shetland, ils sont petits, tout va bien, hein, d'accord. Et dans une chambre, sur une personne qui est malheureusement alitée, et puis qui nous sort un sourire, je sais pas qui tout à l'heure disait, on a le sourire, qui nous sort un sourire qu'on n'a jamais vu en fait, juste parce qu'elle voit arriver un poney qui lui-même est éduqué pour être, comment dire, c'est le partenariat qu'on a avec la ferme pédagogique. C'est des animaux qui sont habitués à être proches des personnes handicapées, notamment. Et donc, c'est là où vous voyez, quand j'ai dit les soignants, même l'équipe, et c'est eux qui ont proposé quelques-unes, que c'est pas moi qui ai amené cette idée-là, quoi. Mais après, il y a tous ceux qui disent, mais tiens, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on n'est pas un EHPAD. Alors moi, je n'ai rien contre l'hôpital, mais un EHPAD, ce n'est pas un hôpital. On accompagne les gens, c'est du médico-social. Sortir, voilà, je reviens sur l'état d'esprit, ça ne règle pas tout. Hein, on a des problèmes à régler et à gérer dans l'EHPAD. Voilà, il y a des soucis, mais cette manière de voir les choses change un peu quand même, change un peu les lignes, quoi. Voilà. Je vous remercie beaucoup, c'était vraiment très riche. On arrive à la fin de notre séance. Voilà, je vous remercie vraiment beaucoup parce qu'on a pu voir que l'activité d'animation est une activité de travail à part entière qui s'insère vraiment dans l'organisation du travail petit à petit, qui se professionnalise. Également, on voit qu'elle fait sens, hein, elle fédère les équipes autour de la personne âgée et puis elle est aussi un levier d'amélioration des conditions de travail pour l'ensemble de l'équipe. On a vu qu'elle contribue aussi à ce qu'on appelle la qualité de vie et des conditions de travail. Et
voilà, j'ai envie de retenir aussi l'idée que vous disiez, Monsieur Bourg, à l'instant, que ça fait aussi, ça nécessite aussi de partager sur les missions de l'EHPAD en tant que telles. Quelles sont-elles? Quel est notre état d'esprit? Est-ce qu'il y a peut-être pas il y a peut-être une nécessité à changer de regard sur la personne âgée et sur ce qu'on entend par quel est mon travail au sein de l'EHPAD, pour pouvoir finalement arriver à mettre tout ça en osmose. Certes, vous nous disiez que dans votre EHPAD qui est petit, c'est peut-être plus facile. Je pense que dans les EHPAD un petit peu plus grands, il y a quand même de belles cartes à jouer, et que l'organisation du travail peut être effectivement source de solutions, avec notamment ces pistes que vous avez tous et toutes évoquées autour de cet état d'esprit et de ce que l'on souhaite apporter, et notamment également sur le fait de faire tomber peut-être les murs et tous ces couloirs qui empêchent de s'autoriser à faire. Ouais, moi, j'aurais voulu. Enfin, moi, ce que j'ai vraiment entendu, c'est cette dimension du travail du collectif dans ce qui a été dit, et que le collectif aussi participe à la sécurisation pour les salariés, pour les agents. En tout cas, la sécurisation de leur capacité à faire sur ces questions d'animation. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est cette dimension collective qui est très importante. Voilà, c'était juste ce que j'aurais voulu dire. Merci Roger, merci. Je voulais adresser un grand merci à l'EHPAD d'Annonville pour ce partage d'expérience, et puis également à l'EHPAD de Liffol-le-Grand pour également ce partage de questionnements. Vous l'avez fait en toute humilité et je tenais à vous remercier. Vous nous avez apporté beaucoup de choses, je pense, et surtout pour les EHPAD, pour les aider à trouver une place de cette activité dans l'organisation de travail. Je vous souhaite de belles vacances de fin d'année. Voilà. Au chapeau, on vous souhaite un joyeux Noël. Super. Et à vous. Voilà. Et puis à très bientôt alors pour de nouvelles aventures.